Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission LFNA TV, l'émission consacrée au football néo-aquitain. Gros programme ce soir avec tous les résultats et les conséquences au classement, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. On partira du côté de la Nationale 2 avec deux résumés de matchs, le derby néo-aquitain entre Angoulême-Charente et Trélissac, mais également le duel du leader, le FC Libourne, à domicile face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. On partira en National 3 avec le match entre le FC Choré et l'US Saint-Philbert. Il y aura du Régional 1 avec un match intéressant, un derby de Gironde entre le leader intouchable ou presque, le FCE Mérignac-Carlac, face à un club qui joue le maintien, l'US Lormont, un derby des extrêmes donc, et puis de la Régionale 2 au programme avec notre invité ce soir, Jérôme Capdeville, l'entraîneur de l'Étoile sportive d'Audange qui réalise une très belle saison. Enfin, on partira du côté de La Rochelle avec notre Focus Club de la semaine consacré aux Portugais de la Cité Maritime, un club de quartier qui brille d'année en année. On partira les rencontrer avec Théo Rodriguez. Ce numéro 135 de la FNA TV démarre maintenant. Galanterie oblige, on débute avec le foot féminin, comme à chaque fois, la D1 Arkema, l'élite du foot féminin. Ce week-end, on jouait la 18e journée. Nouvelle défaite malheureusement pour les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent sur le terrain de Saint-Étienne 1-0 avec un but d'Alexandria Lamontagne. Une victoire qui offre le maintien à Saint-Étienne et qui complique la situation des joueuses des Girondins, dernière du classement avec 8 points de retard désormais sur le 10e l'en avant Guingamp. En Détroit féminine, on jouait ce week-end la 15e journée avec tout d'abord la poule A, le match de Châtellerault, défaite du SOC à domicile face au CA Paris 14, 2-0. Au classement, Châtellerault est 11e avec 8 points au compteur. Dans la poule B, le FCE Mérignac-Carlac s'incline sur la pelouse de l'AS Latte, 3-2. Et ce malgré un doublé de Charlotte Serna au classement, le FCE est toujours lanterne rouge avec 0 points au compteur. Enfin, en Régional 1 féminine, on jouait ce week-end à la 16e journée de championnat. Voici les résultats avec la victoire 3-0 du Pau FC contre Talence, la victoire de Gradignan du côté de Poitiers-Trois-Cités, victoire 1-0 pour Bergerac-Périgord sur le terrain des Genêts d'Anglette, 1-0 également pour Trélissac face à l'ES La Rochelle. Et puis match fou, match avec des buts entre Limoges Football et le Pôle Palois FF, victoire des joueuses de Limoges, 5-4 au classement. Forcément, victoire de Bergerac-Périgord additionnée à défaite à domicile de Poitiers. C'est le gros coup du BPFC ce week-end qui s'envole. 7 points d'avance en faveur de Bergerac-Périgord sur son dauphin Poitiers-Trois-Cités dans le bas de tableau. 10e Pau, 11 points. 11e Trélissac avec 9 points. On passe maintenant au foot masculin. Il n'y avait pas de Ligue 2 BKT ce week-end en raison de la trêve internationale reprise ce samedi à 19h avec la 30e journée. Bordeaux 13e recevra le Paris FC, tandis que Pau 11e se déplacera sur la pelouse d'Amiens. En national, les Chamois niortais jouent ce soir en match de clôture de la 26e journée sur la pelouse de Versailles. 3 jours après son précédent match, ça va être compliqué à gérer pour Philippe Hinsberger, l'entraîneur des Chamois niortais qui était en conférence de presse d'avant-match et que l'on retrouve grâce aux images de Chamois niortais TV. Tu joues le lundi, après tu joues le vendredi, on va pas pleurer, je veux dire, c'est comme ça en Ligue 2, c'est comme ça en Ligue 1. En Ligue 1, tu joues une fois le vendredi, une fois le samedi, une fois le dimanche à 13h. Bon, la télé aussi, on est content qu'il soit là, donc c'est normal aussi. Là, on joue lundi, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que là, des semaines quand tu joues vendredi, le lundi d'après, voilà, bon, on s'est occupé, on a été faire un peu de padel mardi, c'était plutôt sympa. Ça nous sort un peu, et puis ça nous fait surtout pas des semaines trop longues. Voilà. Là, on le retrouve avec le beau temps, des conditions de travail qui sont quand même un peu meilleures. On joue sur un synthétique. Bon, après, voilà, on n'a pas trop l'habitude, je joue une fois tous les 15 jours, mais bon, on va non plus se cacher derrière ça. Le National 2 maintenant avec la poule B qui intéresse les clubs de Nouvelle-Aquitaine, la 20e journée de championnat. Il y avait un derby régional ce week-end, d'un côté Angoulême-Charente, de l'autre Trélissac, le tout au stade Le Bon, un match qui vous est résumé par notre journaliste Flavien Ziolkowski.
Samedi, le leader, le FC Libourne, avait un match a priori facile à domicile face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. C'était du côté du stade Jean-Antoine Moueix. Un match pas si facile que ça finalement, comme vous le prouve ce résumé signé Théo Rodriguez. 20e journée de National 2, le FC Libourne recevait Saint-Privé-Saint-Hilaire au stade Jean-Antoine Moueix de Libourne. Avant le début de la rencontre, les Libournais sont leaders de cette poule B. Une victoire leur permettrait de se détacher de leur dauphin, le Paris 13 Atlético. Coup franc pour les Libournais, Bascar envoie un magnifique ballon pour Agoro dans la surface, mais l'attaquant libournais dans une superbe position ne parvient pas à frapper ce ballon. Possession pour Saint-Privé-Saint-Hilaire, joli enchaînement sur ce long ballon dans le dos de la défense. Le portier libournais rate sa sortie, ça profite au Privatin mais la frappe est stoppée par un défenseur libournais qui s'illustre en dernier rempart. Perte de balle libournaise, après cette touche, Delgado se fait la malle et enroule du gauche. Mais sa tentative est trop écrasée. Les deux équipes rentreront au vestiaire sur le score vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, possession pour les Privatins qui combinent parfaitement à la suite de ce centre dans la surface. Mais cette occasion se termine par une frappe non cadrée au ras du poteau gauche. Libourne tente de réagir sur ce coup franc frappé directement dans la boîte. L'attaquant libournais tente un ciseau, mais sa tentative termine directement dans les gants du portier de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Les Privatins poussent en cette fin de rencontre à l'image de cette nouvelle frappe, bien stoppée par le portier libournais. 87e minute, les Privatins sont à l'attaque, côté droit. C'est centré à ras de terre dans la surface pour une frappe croisée que le portier libournais repousse. Mais dans un second temps, Silla pousse ce ballon au fond des filets. Les joueurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire exultent grâce à ce but marqué à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, 1-0. Dernière chance pour les Libournais d'égaliser dans ce match. Sur ce corner frappé premier poteau, ce ballon est repris de la tête, mais la tentative frôle le cadre. Le score en restera là, Libourne s'incline 1-0 au stade Jean-Antoine Moueix face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Voici les résultats complets de cette 20e journée de National 2 avec la victoire importante dans le derby vendéen pour La Roche sur la pelouse des Herbiers. La victoire 4-3 de Bergerac-Périgord face à Romorantin. La victoire 2-0 de Blois Foot 41 face à Bourges Foot 18. La victoire donc de Saint-Privé-Saint-Hilaire à la surprise générale sur la pelouse de Libourne 1-0 et puis 2 nuls. Score nul et vierge 0-0 entre Saumur et le Paris 13 Atlético, mais également entre Avoine-Chinon et la réserve du SCO Angers. Au classement, le FC Libourne conserve son fauteuil de leader, mais avec seulement la différence de but. Un petit but qui suffit pour l'instant à Libourne face à La Roche Vendée Football. 3e Paris 13 Atlético, 4e Blois, 5e Les Herbiers. 8e Angoulême-Charente 27 points, 10e Bergerac-Périgord 26 points, 11e Trélissac 19 points. Dans le bas de tableau, la lanterne rouge se nomme la réserve du SCO Angers avec 12 points. En National 3, on jouait également la 20e journée de championnat et on commence avec les résultats dans la poule B. 0-0 entre Blagnac et Castanet, 0-0 également entre Colomiers et Saint-Paul Sport, 0-0 entre les Genêts d'Anglet et Canet-Roussillon. Rassurez-vous, il y a eu des buts sur les autres pelouses. Victoire 1-0 de Lège-Cap-Ferré face à l'Aviron Bayonnais. Victoire 2-1 d'Albert Argelès malheureusement face au Stade Bordelais. 2-0 dimanche en faveur de la réserve du Pau FC face à Perpignan. Et puis match fou qui a rattrapé les autres matchs en termes de buts. Girondins de Bordeaux 4, Aunay-le-Château Foot 2.
Victoire donc de la réserve des Girondins. Au classement, les Jeunets d'Anglette comptent 4 points d'avance sur son dauphin, l'US Castanet. 3e Blagnac, 4e Pau. L'US Lège-Cap-Ferré est 6e avec 28 points dans un mouchoir de poche puisque le Stade Bordelais 7e a également 28 points. Canet-Roussillon 27 points à la 8e place et l'Aviron Bayonnais qui est 9e avec 26 points. La réserve des Girondins 12e avec 18 points et puis Saint-Paul Sport est 13e avec 14 points. Dans la poule C, la belle série continue pour le Stade Poitvin qui bat Châtellerault 2-0. Victoire écrasante de Tours 6-0. 2-1 en faveur de Chauvigny face à l'US Château-sur-Loire. La victoire 3-1 de Ouest Tourangeau. La victoire du leader Montlouis 2-0 du côté de Vierzon. Et puis le carton du week-end 6-0 en faveur de l'AS Panazol face à Vineuil. Belle victoire qui fait du bien pour Panazol au classement, vous allez le voir. Montlouis toujours en tête avec 6 points d'avance sur le Stade Poitvin qui est 2e. Panazol est 6e avec 27 points. Châtellerault 9e, 26 points. Chauvigny 10e, 24 points. En bas de tableau, on retrouve Bourges et Chambray en grande difficulté. Dans la poule D, maintenant, le FC Choré recevait l'US Saint-Philbert du côté des Deux-Sèvres. Le résumé de cette rencontre vous est proposé par Théo Rodriguez. 20e journée de National 3, le FC Choré, 9e de cette poule D, recevait l'US Saint-Philbert au stade municipal de Choré. Coup franc pour les Chorésiens en ce début de rencontre, c'est frappé fort mais ça manque de précision pour tromper la vigilance de Goyer. 40e minute, les Philibertins vont se procurer une occasion, ce ballon est centré, côté gauche, c'est récupéré par Corduan à l'entrée de la surface qui combine avec son coéquipier et décale Hamel sur sa droite, il frappe, mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Possession chorésienne juste avant la pause, Toumain retrouve Guinsa sur ce ballon haut. L'attaquant gagne son duel au physique et protège bien son ballon. Il se retourne et frappe, premier poteau, mais c'est bien anticipé par le portier Philibertin. 45e minute, l'arbitre renvoie à tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, ça combine bien entre Blanquet et Nguessan qui parvient à se retourner et à prendre sa chance en tombant, mais sa tentative ne trouve pas le cadre. Possession pour les Philibertins de nouveau, Bochereau est retrouvé dans l'axe, il s'avance et prend sa chance de loin, et sa frappe est stoppée par Blancheton qui avait bien lu la trajectoire. Arteyou côté gauche centre dans la boîte, c'est dégagé et retombe dans les pieds de Corduan qui prend sa chance en demi-volée. Le ballon est touché par un défenseur chorésien qui dévie cette frappe au fond des filets. Saint-Philbert ouvre le score quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, 1-0. Le score en restera là, Choré s'incline 1-0 sur sa pelouse. Belle opération des Philibertins qui grimpent à la 4e place de cette poule D de National 3. De son côté, le club des Chamois-Niortais, la réserve, est allé s'incliner 2-1 sur la pelouse d'une autre réserve professionnelle, celle du FC Nantes Atlantique, qui conserve la tête du championnat. 39 points pour Nantes, 38 points pour Vendée Fontenay Foot. Concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, Choré est 10e avec 23 points, juste devant les Chamois-Niortais qui sont 11e avec 21 points. Le Régional 1 maintenant avec la 17e journée de championnat, les résultats de la poule A dans cette 17e journée. Victoire 4-1 de Neuville face à Toire Foot 79. Victoire à l'extérieur de La Rochelle sur la pelouse de Buxerolles 2-0. 3-0 pour Saint-Jean d'Angély face à la réserve du Stade Poitvin. Bressuire est allé gagner à Guéret 3-2. Un but partout entre l'Étoile Maritime et Rochefort, mais également entre Chauvigny et Nueil-Aubier au classement. Belle opération du CA Neuville avec désormais 3 points d'avance sur l'ES Buxerolles, 3e Bressuire, 4e Nueil-Aubier. En bas de tableau, l'ES Guérétoise, Lanterne Rouge avec 13 points. Dans la poule B, il y a un leader intouchable, il se nomme le FCE Mérignac-Arlac qui jouait un derby girondin ce week-end à la maison face à l'US Lormont, un derby des extrêmes puisque d'un côté Mérignac-Arlac joue la montée, de l'autre Lormont joue son maintien et sa survie dans cette division. Le résumé de ce derby vous est proposé par notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. Match riche en buts entre Mérignac, leader de la poule de Régional 1, et l'US Lormont pour le compte de cette 17e journée. Mérignac n'a pour l'instant pas concédé le moindre but en championnat en 2024. Lormont, en difficulté en championnat,
vient avec l'intention de mettre fin à cette série et prendre des points en vue du maintien. Et après une photo d'équipe côté Mérignac et une dernière mise au point côté Lormont, la première occasion est pour les locaux. Corner joué à 2 entre Portugaise et Labatte. Frappe tendue du premier et ça passe au-dessus. Les Verts donnent le ton dans ce match, mais Lormont aussi se montre dangereux. Tierno Tioune profite d'un contre pour aller éliminer le gardien et centrer, mais bon retour du défenseur. Et suite à une touche mal dégagée par la défense, le ballon revient sur Labatte, qui se met sur son pied gauche et tente la frappe. C'est à nouveau au-dessus. On se rend coup pour coup dans ce début de match. Yacine Daifi va se présenter en face à face, mais ne trouve pas non plus le chemin des filets. Et l'ouverture du score va arriver suite à une bonne ouverture de Baptiste Zanini pour Souleymane Cissé, qui remporte son duel. 1-0 pour Lormont au cœur de cette première mi-temps. Et Mérignac double la mise immédiatement sur coup de pied arrêté. Un coup franc exceptionnel de Quentin Valadier qui se loge dans la lucarne. Un bijou qui permet à son équipe de prendre 2 buts d'avance. Et 2-0, ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Mérignac a fait le break à mi-parcours. Les Verts ne se contentent cependant pas de ce score et continuent les offensives. Portugaise remporte son duel et s'élance vers la surface. Il s'effondre et l'arbitre désigne le point de pénalty. Et ce pénalty, c'est Valadier qui va s'en charger et le transformer. Un nouveau but pour Mérignac qui pousse le score à 3-0. Mérignac continue d'attaquer en exploitant cette fois les couloirs. Cissé est trouvé sur un bon centre mais ne parvient pas à redresser le cuir. Il va avoir une deuxième chance dans la foulée sur un nouveau ballon venu de la droite. Et cette fois, c'est au fond. Le numéro 9 de Mérignac inscrit à son tour un doublé. Les Verts changent de côté et passent ensuite par le couloir gauche. Labatte récupère, se projette, crochet du droit et frappe. Bel arrêt de Nimias, double parade. Mais sur cette deuxième frappe, le drapeau s'est élevé. Mais le danger revient immédiatement dans le couloir gauche. Portugaise pour Jurado qui centre du gauche pour Aboueka. Tête gagnante. 5-0 pour Mérignac. Les Lormontais tentent leur chance sur coup franc, mais ce n'est pas cadré. À nouveau au tour de Mérignac de se porter en attaque. Ballon en profondeur pour Maxence Legentil. Centre pour Aboueka. Nouveau but et nouveau doublé pour un Mérignacais. 6-0. Match compliqué pour Lormont qui termine même à 10 après une sortie de Nimias hors de sa surface. Carton rouge et donc changement de gardien. C'est le défenseur central Giscard d'Étoine Gobiti qui prend sa place dans les cages. Il ne veut pas tarder à être mis à l'épreuve et parvient à éloigner le coup franc. Le match se termine sur l'action qui suit. Mérignac réalise un gros match et s'impose 6-0 contre Lormont. Un match maîtrisé que nous raconte l'un des buteurs du soir, Souleymane Cissé. C'est un match au début compliqué, on a poussé, on a essayé de mettre le but le plus rapidement possible, il arrive autour de la 30e, on rentre à mi-temps à 2-0 et en deuxième mi-temps on a déroulé et ils ont baissé de pied, ça nous a souri donc tant mieux à nous. J'ai eu une période de disette là de 3-4 matchs en championnat et là je retrouve le chemin des filets, tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe et j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Et un autre joueur s'est mis en évidence dans ce match, c'est Quentin Valadier, auteur d'un coup franc splendide en première mi-temps. Là voilà, c'est pour un gaucher, un peu à l'entrée de la surface, un peu loin, mais je pense qu'elle est tirable, donc je prends le ballon et j'y vais. Voilà, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Aujourd'hui c'est rentré, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour moi, je suis content. On a changé de coach en première partie de saison. Il est arrivé avec des idées, avec l'envie de
voilà, d'apporter sa patte et ça prend bien, tout le monde est bien concerné, on a un effectif de qualité, donc on avance match après match et c'est vrai que ça fonctionne. Depuis qu'il est arrivé, on n'a pas perdu, on prend beaucoup moins de buts, on est vraiment solide et donc voilà, ça fait qu'on est à cette place au classement et maintenant il faut la garder et continuer à avancer. Les autres résultats de cette poule B avec la victoire de Brive 1-0 du côté de Nontron-Saint-Pardoux, la victoire de Buzyn de Porte-Entre-deux-Mers face à Senon, 2 buts partout entre Couzé-Chapelain et Saint-Médard-Angel, 2-0 pour Fétia face à Boulazac, de Buzyn pour Angoulême-Charente face à Trélissac dans le duel des réserves. Au classement, Mérignac-Carlac s'envole, 10 points d'avance sur Porte-Entre-deux-Mers. Boulazac est 3e, 4e Angoulême et 5e le SA Brive, 12e et Lanterne Rouge l'US Senon avec 12 points. Enfin, dans la poule C, on jouait également la 17e journée, la victoire des Croisés de Bayonne 4-0 dans le derby basque face à l'Eriburuco Ainara. Victoire 3-0 du Bassin d'Arcachon face au Stade Montois. 2-1 pour la Jeunesse Villenavaise face à Cestas. 1-0 pour l'Escar face à la Rennes-Lusien. 5-0 pour l'Asmur face à Biganos. Un but partout entre la Brède et le SA Mérignac. Au classement, la montée semble presque validée. 12 points d'avance pour le FC Bassin d'Arcachon en tête. 12 points d'avance sur les Croisés de Bayonne. Biganos est 3e en bas de tableau. La Brède 11e avec 11 points. 12e l'Escar avec 9 points. On passe à notre invité du soir, un homme qui cartonne à la tête de l'Étoile sportive d'Audange, leader de la poule E de Régional 2. Audange qui réalise une saison exceptionnelle. Les clés de la réussite et du succès de Jérôme Capdeville, l'entraîneur, en interview avec Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Jérôme Capdeville, le coach de l'Étoile sportive d'Audange. C'est votre 3e saison. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Jérôme, Audange est leader en Régional 2 de sa poule E avec 29 points, 2 points d'avance sur le second, le FC Langonnet. Vous avez battu ce week-end la réserve des Genêts d'Anglet 3-0. Je suppose que c'est une satisfaction. Cette victoire était importante, Jérôme. Oui, elle était importante parce que c'était à domicile et à domicile on a eu un peu de mal sur la première partie de saison et là on a réussi une belle performance contre une bonne équipe d'Anglet comme toujours d'ailleurs puisque c'est vraiment un club que j'apprécie, très structuré et où il y a des vrais bons jeunes joueurs de foot. Anglette qui joue d'ailleurs son équipe première, joue la montée pour peut-être la Nationale 2 la saison prochaine. Comment vous l'expliquez, vous, Jérôme, à avoir eu des difficultés à domicile en début de saison? Ben, je sais pas, les matchs, on n'a jamais vraiment trop trouvé de quoi ça venait, mais on a été plus performants à l'extérieur qu'à domicile sur les matchs allés. On n'a pas vraiment. Est-ce qu'on abordait les matchs différemment? Je sais pas. On n'a pas vraiment changé grand-chose là depuis, et là ça va un peu mieux à domicile. Donc espérons que ça va continuer, mais parce qu'après derrière on a des gros matchs qui arrivent à domicile puisqu'on reçoit Seignos et Langon, donc c'est des adversaires directs. Donc voilà. Et notamment le calendrier, il reste 5 matchs à jouer, Jérôme, où vous allez jouer contre donc du coup le second, le FC Langonnet, et du coup le troisième également Grave, qui est une très belle équipe. Et le Tous les quatrième trois, qui est Seignos. En fait, on a un tableau difficile, hein, donc c'est pour ça qu'on s'emballe pas. On verra, on les prend un par un, on verra. Voilà. On a la chance de recevoir Langon et Seignos, mais bon, au Grave qui est une bonne équipe, qui est difficile à manœuvrer. Et voilà, donc on s'enflamme pas, quoi. Vraiment pas. Justement, vous êtes leader. Quel est le discours à vos joueurs pour éviter l'enflammade, justement? Ouais, vous savez, on a vécu une saison dernière où on a été leader tout le championnat et on a perdu la montée à la fin. Donc j'espère qu'on a tiré les leçons de ça mais en tout cas j'ai l'impression qu'on est plus voilà, on est plus serein, voilà, on se prend pas la tête avec ça, on avance match par match. Contrairement à la saison dernière où on s'est un peu enflammé sur des trucs et c'était une erreur. La montée avec le duel avec le FC Biganos, notamment la saison passée. Ouais, bon, après qui a mérité sa montée, hein, qui était au-dessus, franchement. D'ailleurs, qui fait une belle saison. Et justement, est-ce qu'en ce début de saison, vous vous imaginiez être à ce moment-là là, de la saison, être en tête? C'était un objectif? Honnêtement, non, parce que déjà, on a une poule qui est vraiment relevée. C'était la seule poule de R2 qui avait 3 descentes de R1, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et on s'aperçoit que tous les matchs sont compliqués. Donc voilà, honnêtement, on fait les choses vraiment dans l'ordre. On essaye vraiment de se sauver. Il nous reste des points à prendre. Et j'espère qu'on va
qu'on va vite le faire et ensuite, le reste, ça sera du bonus. Et puis après, si on peut se prendre au jeu, on va pas s'en priver, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se passe pour que ça se passe très bien pour l'étoile sportive d'Audange pour arriver au bout justement? Quels sont les ingrédients à mettre? Honnêtement, garder cette tête froide et rester sérieux, concentré et à bosser, quoi. De toute façon, il y a que bosser à l'entraînement, s'entraîner, être présent. Et puis après, il faut que les matchs se goupillent bien. Mais je pense que déjà, si on travaille bien, en général, c'est souvent qu'on est récompensé. Donc, non, non, voilà. Et puis après, on joue aussi. Il y a notre B qui est en D1 et qui est en bonne position aussi. Donc, on est attentif un petit peu sur les deux tableaux. On verra. Voilà. Ju- C'est, jus- Justement, racontez-nous un petit peu le quotidien de Audange la semaine et le week-end, pour ceux qui ne connaissent pas le club encore, qui compose cette équipe, l'ambiance, comment ça se passe la semaine à Audange? Nous, en fait, on est un petit club, hein, mais avec de belles structures pardon, pour travailler, puisqu'on a un tout nouveau complexe qui a 1 an et demi maintenant. Et les entraînements, nous, on s'entraîne 2 fois. On a fait le choix de faire 2 séances semaine pour être moins contraignant pour certains joueurs, peut-être qui sont papas, etc. Par contre, on fait 2 séances longues. Donc voilà, on est parti sur cette option-là. Au final, ça fonctionne plutôt pas mal. On fait des entraînements communs entre A et B, enfin communs, c'est-à-dire qu'on a une partie de terrain chacun pour créer vraiment cette osmose entre A et B, que les joueurs puissent aller en B, en A de façon que ça pose pas de problème et ça on réussit plutôt bien avec notre entraîneur d'équipe B, Julien Sacqueboeuf. Et ça se passe très bien. Voilà, les joueurs, beaucoup de joueurs vont en B, d'autres viennent en A, etc. Ça croise très bien. Il y a pas lorsqu'on fait des choix, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Vous avez un regard attentif forcément aux résultats de l'équipe B en D1 pour que les meilleurs joueurs de la B C'est hyper viennent. important. De toute façon, une équipe B qui tourne, c'est toujours bénéfique pour une équipe première. Donc je suis très attentif à ça et dès que je peux les aider, je le fais avec plaisir. La formation, on en parle souvent, Jérôme, moi avec d'autres présidents ou alors d'entraîneurs de clubs de R1 ou de N3, la formation est vraiment au cœur des clubs amateurs aujourd'hui. Vous aussi, pour vous, c'est important d'intégrer les jeunes qui sont en U19, Ouais. U17 pour intégrer ne serait-ce que les équipes premières. Alors, de toute façon, pour moi, c'est la base de tout et c'est l'avenir des clubs de toute façon parce que aujourd'hui, malheureusement, on est un petit peu pollué par des clubs qui mettent beaucoup d'argent sur, euh, sur la table, donc du coup, ça fausse un peu tout, mais je pense que ça durera qu'un temps de toute façon parce que de toute façon, les clubs commencent à souffrir financièrement, les sponsors sont difficiles à trouver. Donc, mais je pense que les jeunes, de toute façon, dès qu'on arrivera à avoir des catégories de jeunes en régional, pourront alimenter nos équipes premières et même peut-être B en régional ou en D1. Et c'est le but parce que c'est des jeunes qui sont formés au club, qui aiment le maillot, qui ont les copains là. Et je pense que ça, c'est l'avenir, honnêtement. Alors, c'est le plus dur à faire parce qu'il faut des éducateurs formés, il faut structurer, mais voilà, et puis après, je pense que quoi qu'il arrive, enfin, nous, sur le bassin, je pense que tout ou tard, ça passera par des ententes, même s'il y a toujours ces guéguerres de clochers qui empêchent parfois d'avancer et de structurer encore mieux. Mais je pense que ça passera par là, honnêtement. Au- Parce qu'il faut du nombre, et quand on va à Bordeaux, pour avoir entraîné sur Bordeaux, il y a du vivier, il y a des jeunes, il y a beaucoup de population, donc du coup, c'est un peu plus simple. Nous, sur le bassin, en plus, tous les clubs du bassin sont à un bon niveau, donc ça tiraille quoi, voilà, au au- niveau des jeunes. Donc au- nous on structure, on commence à avancer. Moi ça fait 3 ans que je suis là. On commence à avoir des catégories une équipe dans chaque catégorie. On n'est plus en entente, donc voilà. Mais pour être plus performant, il faudrait qu'on soit en entente pour avoir plus de qualité et pouvoir monter à un niveau régional. Aujourd'hui, c'est la solution pour lutter contre l'appel de grosses équipes pour un petit peu attirer les jeunes de votre club. Oui, on voit un club comme Arcachon qui a 3 villes et du coup qui commence à avoir des équipes de jeunes de bon niveau et je pense que ça passera par là. Au moins être en entente sur des jeunes avec des clubs voisins, je pense que ça passera par là si on veut arriver à un niveau régional. Mais bon, voilà, pour l'instant, on bosse avec nos jeunes et ça se structure gentiment et bon, on avance. En tout cas, on suivra les résultats des jeunes d'Audange et l'équipe 1 et l'équipe 2 notamment. Dernière question, Jérôme, y aura-t-il une saison 4 Jérôme Capdeville à Audange la saison prochaine?
Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. On va finir celle-là déjà et voilà. Après, j'ai déjà entraîné Audange au tout début où j'ai commencé pendant 4 ou 5 saisons, je crois. Après, j'ai bourlingué pas mal, mais bon, c'est un club que j'aime, donc où j'habite. Donc voilà. Après, aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. On va finir la saison, honnêtement, et puis on verra comment elle se termine, suivant ce qui se passe, etc. Et on fera le bilan à la fin, quoi. Voilà. Bon, le suspense est là en tout cas. Merci. Non, c'est pas une question de suspense, mais même moi je sais pas, donc je vais pas. Voilà. Je dis souvent aujourd'hui, c'est dur de. Je pense qu'il y a des cycles maintenant d'entraîneurs et avec les joueurs sont durs aujourd'hui et c'est vrai que souvent on dit des cycles de 3 ans et pour un coach ou alors l'effectif se renouvelle beaucoup et là du coup le discours est nouveau pour les nouveaux joueurs. Si l'effectif se renouvelle peu, je trouve que 3 ans, peut-être 4, mais après le discours passe moins. Je pense que c'est pas une question de. Voilà, c'est un peu humain. Il y a des habitudes qui se créent, un peu de confort, un peu sur certains, voilà. Et puis peut-être qu'un autre coach aussi donne la chance à d'autres. Enfin voilà, ça fait partie du jeu. Mais non, pour l'instant, je me sens bien ici. On verra vraiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Jérôme Capdeville, donc coach de l'Étoile Sportive d'Audange, club de R2 qui est leader de sa poule E, d'avoir répondu à quelques questions pour LFNA TV. Très bonne soirée à vous et encore merci Jérôme. Merci de votre invitation. Au revoir. On termine cette émission avec notre Focus Club de la semaine. Direction le district de la Charente-Maritime avec un club de quartier de La Rochelle, le club de l'ASS portugais La Rochelle, un club qui monte chaque année au niveau des structures et qui, grande nouveauté, vient de créer son école de foot. Les explications vous seront signées Théo Rodriguez. En plein cœur de La Rochelle se trouve un club, les Portugais de La Rochelle. Fondé dans les années 70, il incarne l'un des clubs les plus anciens de la cité maritime. Les Portugais de La Rochelle, c'est un club qui a été créé en 1974, donc il y a pas mal d'années par des anciens immigrés qui sont venus du Portugal, qui ont créé à la base une grande association. Il n'y a pas que le foot, il y a une partie culturelle et une partie danse, un groupe folklorique, la danse traditionnelle, et une partie football dont je suis le président cette année. Aujourd'hui, le club compte près de 110 licenciés, dont une trentaine parmi l'école de foot, qui a refait surface cette année. Donc on a créé une école de foot, il y en avait une il y a très longtemps, dont moi j'étais joueur à mes 5-6 ans. Après, ce qu'il fallait surtout dans ce club, c'était restructurer. Voilà, c'est bien d'avoir des équipes seniors, mais c'est au niveau des jeunes, il y avait un gros travail à faire et là c'est là où Jérémy il fait un super travail. C'est très important, on a beaucoup de petits jeunes qui traînent autour des terrains tous les week-ends et ils s'en vont au club aux alentours parce qu'ici il n'y avait pas de club, mais tout le monde veut jouer ici. Et du coup, cette année, on a décidé de créer cette école de foot. Donc on a une trentaine de licenciés, U6, U7 et U8, U9. Donc avec un mélange de filles et de garçons. Donc ça se passe très bien. On a 2 éducatrices et un éducateur. Dans ses rangs, Céline fait partie des éducatrices. Tous les mercredis, elle enseigne à ses joueuses et joueurs son savoir-faire d'anciennes footballeuses. Là, on m'a proposé ce projet. Je me suis dit, je vais le tenter, le projet. Puis il n'y avait pas d'équipe jeune, il n'y avait rien en fait. Ça s'est construit comme ça. Donc ouais, c'était. Et puis j'avais besoin de remettre les crampons, de rechausser et de pouvoir partager ce que j'ai appris moi. Je me suis dit, je veux quelque chose de mixte, garçon-fille, je veux les deux. Et j'avais l'opportunité de le faire au sein des Portugais, donc je l'ai fait et ça se passe très très bien. Pouvoir construire encore plus d'équipes. Là, on en a 2-3. Mais encore construire et d'évoluer et de faire évoluer ce club. Mais ouais, c'est un objectif d'avoir plein de catégories, voire pourquoi pas toutes les catégories un jour chez les Portugais. Si un club veut avoir des objectifs, il faut avoir des jeunes derrière parce que il faut aller recruter dans les autres clubs, c'est toujours compliqué. Et quand tu arrives à former des joueurs chez toi, c'est sûr que c'est bien plus facile à ensuite à les faire passer au niveau senior, plutôt qu'à les recruter, c'est jamais facile. Chez les Portugais de La Rochelle, Jérémy Texera fait partie des joueurs formés au club. Âgé de 29 ans, il endosse chaque week-end la double casquette de président-joueur, un rôle
auquel il a su facilement s'adapter. Au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, avec le respect des uns des autres, ça se passe assez simplement. J'arrive à faire la différence entre les deux. Mon rôle de président, je le fais en dehors du terrain, et quand je suis joueur, j'ai un rôle de joueur. J'essaie de ne pas mélanger les deux. Je pense que c'est important au sein du club. Non, sur le terrain, il n'y a pas de président. Sur le terrain, c'est un joueur. Après, c'était notre capitaine, donc il a toujours son rôle de capitaine, donc ça a toujours été un meneur. Donc il continue son rôle sur le terrain. Voilà, il n'y a pas de président. Mais dès que le match est terminé, c'est vrai qu'après, il a ce rôle de président et il le fait très bien, quoi. Il arrive à dissocier les deux et de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de le faire. Avant d'être président, j'étais capitaine de l'équipe. Donc j'ai déjà ce truc. Le seul truc, c'est que je mets, on va dire, un peu plus de cœur dans les matchs et voilà, parce que je suis vraiment dépendant de ça. Je suis dans le cœur du jeu, quoi. Donc voilà, c'est plus un côté personnel qu'avec les autres. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. Sur le rectangle vert, ça se ressent. Lors de son arrivée à la présidence l'an passé, le club évoluait en départemental 3. Une saison qui s'est plutôt bien passée. C'était beau, c'est vrai qu'on a tout gagné. Bon, après ça reste de la 3e div, hein, mais peu importe, comme j'ai dit aux joueurs, peu importe le niveau, c'est ce qu'on a fait qui était beau. De gagner tous nos matchs, c'est top. Ça restera, enfin en tout cas au club, ça restera. Alors oui, l'année dernière, belle montée, puisque 24 matchs, 24 victoires, 0 défaite, pas de match nul, quoi, du 100%. Donc c'était extraordinaire, c'est quelque chose qui reste à graver. Actuellement 3e au classement de départemental 2. Les Portugais de La Rochelle sont en bonne voie pour enchaîner une 2e montée consécutive. Pour Jérémy et Silvio, le son de cloche est similaire. On va essayer de confirmer cette année sans se mettre la pression. On est bien parti et on se dit pourquoi pas la départementale 1 la saison prochaine. Mais on n'est que 3e, on est encore dépendant de nous. On a des confrontations directes avec les autres prétendants. À nous de ne pas faire de faux pas et tout devrait bien se passer. On verra bien à la fin de l'année. Et on a fait des faux pas qu'on n'aurait jamais dû faire. On a perdu des points bêtement, mais moi je suis quelqu'un qui, quand j'entraîne, c'est toujours pour la montée. Moi le maintien. Enfin moi je veux toujours monter. Et je sais que j'ai un groupe pour monter. On a une équipe qui est très intéressante avec des très bons joueurs qui ont joué à un niveau plus haut. Et voilà, j'espère qu'on va réussir cet objectif. L'objectif, il est clair, enfin, pour moi en tout cas, et je pense que pour le président aussi, c'est la montée, quoi. Si on n'y arrive pas, ça restera un échec, c'est sûr. Un échec, la Coupe de France ne l'a pas été cette saison. Pour la première fois de son histoire, les Portugais de La Rochelle ont atteint le 4e tour de la compétition. L'année dernière, on s'est arrêté aux portes des maillots au 3e tour. Cette année, on a eu la chance d'aller jusqu'au 4e tour et atteindre les fameux maillots. Pareil, historique pour le club, tout le monde a son maillot chez lui bien gardé et on en a accroché un aussi dans notre association. Voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. C'est la première fois qu'on a les maillots, donc c'est vrai que il y a eu un engouement autour surtout du dernier match, parce qu'on savait que si on gagnait, enfin l'avant-dernier match, on savait que si on gagnait, il y avait les maillots, donc c'est sûr que ça a été beau. Après, c'est la première fois, donc voilà, c'est bien. C'était beau. Moi, la coupe, je leur ai dit, c'est très bien ce qu'on a fait, mais l'objectif, moi, ça reste toujours la montée. Enfin, moi, je reste toujours omnibulé par les montées. Voilà. Je sais qu'il y a la qualité, je sais qu'on peut le faire, donc pour moi, c'est l'idée numéro 1, c'est de jouer la montée. Je pense que sur le terrain, aujourd'hui, on est capable d'y aller avec les joueurs qu'on a. Je pense qu'on l'a montré sur des gros matchs, qu'on est capable d'aller au niveau régional. Après, ça va être plus du boulot de structuration en interne dans le club, parce que voilà, il faut des arbitres, il faut des jeunes pour faire des montées. Donc sur le terrain, c'est possible. Après, à nous de travailler si on veut y aller, mais on ne se fixe pas de limite, on va là où on peut aller. Sur le terrain, les Portugais peuvent compter sur leur 12e homme. Les supporters sont nombreux à assister à chaque rencontre, surtout à domicile au Vélodrome Maurice Delaunay, stade historique des Portugais de La Rochelle. Et ça remonte à très longtemps, parce que les Portugais ont toujours joué ici. Moi, depuis que je suis tout petit, je venais voir mon père jouer ici. Et toujours, les Portugais ont eu ce stade, ce terrain. On a des supporters qui sont qui sont bien derrière nous, voilà, qui sont très motivés. Il y a une présence qui est énorme tous les week-ends, et ça c'est top pour les joueurs. C'est vrai que c'est top. Mais voilà, après on travaille beaucoup sur les comportements. Le but, c'est surtout de faire attention aux comportements, d'avoir une bonne image, et après derrière le niveau. Enfin, je pense que les résultats suivront derrière.
En tout cas, une chose est sûre, les Portugais de La Rochelle vont devoir cocher toutes les cases pour pourquoi pas, dans un avenir proche, voir les choses en grand. C'est bon les gars, c'est bon. C'est bon, coupez, c'est bien. Bien les gars. Coupez, c'est bon. Cette émission 135 de la FNA TV est désormais terminée. Un grand merci à l'édition, au directeur des opérations Flavien Ziolkowski, accompagné par nos journalistes Théo Rodriguez et Rémi Penet. Merci à vous pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires. Continuez comme ça nous touche droit au cœur. Et puis évidemment, on remercie tous les clubs qui nous ont envoyé des images et sans qui cette émission ne serait pas grand-chose. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'émission numéro 136. Un petit bonbon avant de se quitter. On vous propose de revivre le but exceptionnel pour le FCE Mérignac-Arlac signé Quentin Valadier. Un coup franc à la Michel Platini. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.